Bonjour, j'espère que vous m'entendez bien. Merci d'être venu. Je sais que c'est tard le samedi, donc merci d'assister à ma présentation. Je vais vous parler d'un projet que j'ai réalisé cet été et bon, que je continue à réaliser aussi de ce temps-ci. C'est l'utilisation d'un GPU pour l'inspection de paquets réseau. La présentation va aller comme suit. Donc, je vais vous parler de l'idée, du problème à l'origine de l'idée que j'ai eue, comment je m'y suis pris pour le faire. Puis, une des limitations que j'ai rencontrées, naturellement, je ne peux pas passer par toutes les limitations que j'ai rencontrées, mais une des limitations importantes que j'ai eues, les résultats que je réussis à obtenir présentement, puis bon, ce qui reste à faire aussi dans ce projet-là, naturellement. Avant de commencer, je vais vous dire qui je suis. Je suis pas un expert en sécurité, donc je fais un petit peu mouton noir dans la salle aujourd'hui. Naturellement, je suis quand même intéressé à la sécurité. Je ne serais pas au Hackfest sinon. C'est mon 6e Hackfest où j'assiste. C'est le premier où je présente, un rêve que je réalise aujourd'hui. C'est la partie. Si jamais vous êtes déçu que je ne sois pas un spécialiste en sécurité, vous pouvez aller dans l'autre salle. Il y a un spécialiste en sécurité qui fait une présentation. Moi, je me spécialise dans le développement de logiciels puis dans l'intégration du logiciel avec l'électronique. Donc, je développe principalement des pilotes de périphériques pour des clients. Je suis consultant à mon compte, donc je fais de la formation, je fais du développement à ce sujet-là. Allons-y avec la mise en contexte pour le traitement du périphérique, du traffic network. J'ai fait une petite slide juste sur l'évolution d'Ethernet. Donc oui, je suis assez vieux pour avoir connu l'Ethernet à 10 mégabits, pouvoir passer des fils coaxiales. On voit que dans le temps, ça l'a quand même évolué beaucoup. J'ai mis en logarithmique à droite parce qu'à gauche, au début, l'augmentation n'était pas très, très grande. On a eu en 1995 environ le 100 mégabits qui est sorti. Le 1 gig, un petit peu plus tard, puis bon, maintenant, 10, 40, 100 gigs aussi. Puis on parle maintenant de 400 gigs ou de 1 terabit très, très rapidement. Donc, on voit une progression qui est pas loin, qui est pas près de vouloir ralentir. Côté du processeur, on n'a pas tout à fait la même chose. Si on regarde la ligne verte sur tous des points, on a les vitesses d'horloge qui ont arrêté d'augmenter à peu près en 2005. La capacité à traiter a continué à augmenter un petit peu, mais on voit surtout que la capacité de traiter, l'amélioration de la capacité de traiter à partir de 2005 vient du multicore. Donc, on a la ligne noire dans le bas. Donc, on a vu l'apparition de beaucoup de processeurs avec plusieurs corps. Tant qu'à aller dans du traitement en parallèle, bien, pourquoi ne pas utiliser un GPU? Le GPU semble vraiment absolument super approprié pour traiter les paquets pour plusieurs raisons. Un, on a naturellement, en utilisant un GPU, une super grande puissance de calcul qui est vraiment au-dessus de ce qu'on aurait avec un CPU standard. Deuxième chose, les GPU sont optimisés pour faire de l'accès à la mémoire vraiment très, très, très rapidement. Donc, ça peut être une autre chose. On a beaucoup de données à traiter. Si on est capable d'accéder à la mémoire rapidement, ça va nous aider aussi. Surtout qu'en plus des paquets qu'on a traités, on a peut-être à traiter des grandes tables, des tables d'adresse IP, des tables d'adresse MAC. Donc, l'accès à la mémoire est vraiment très important. On va voir que c'est même plus limitatif que la puissance de calcul dans certains cas. L'autre chose, c'est que traiter des paquets réseau, c'est facilement parallélisable. Au lieu d'en traiter un seul à la fois, je vais en traiter 64, 128, 256 à la fois. Donc, c'est facile à paralléliser. Ce n'est pas problématique de ce côté-là. Il y a beaucoup de monde. Je ne suis pas le premier à penser d'utiliser des GPU pour le traitement des paquets. Il y a eu un petit peu à la fin de cette mode-là, mais il y a été longtemps qu'on parlait du Deep Packet Inspection. C'est encore dans l'air, mais c'est moins le buzzword à la mode. Donc, il y en a beaucoup qui ont essayé d'aller faire le traitement avec le GPU. Les approches qu'on a actuellement, qui sont documentées dans des travaux de recherche, par exemple, vont utiliser la pilote de la carte, le pilote de la carte réseau qui est fournie par Intel ou par Microsoft pour faire fonctionner. Le problème avec ce pilote de périphérique-là, c'est qu'il est fait pour placer la mémoire, les données qu'il reçoit de la carte réseau dans la mémoire de l'ordinateur directement. Ça fait qu'on se retrouve avec le graphique qu'il y a là. Donc, j'ai une carte, la flèche en vert fluo, si on veut, montre les données qui partent de la carte réseau, s'en vont vers la mémoire de l'ordinateur, puis on a la flèche en bleu qui montre qu'on est obligé de faire une double copie pour aller importer ces données-là dans la mémoire de la carte graphique pour faire le traitement. C'est une double copie qui est quand même problématique.
Quand on fait cette technique-là, on doit premièrement attendre d'avoir reçu un certain nombre de paquets, naturellement. De toute manière, ma technique aussi a le même problème d'être obligé d'attendre qu'un certain nombre de paquets est arrivé. Une fois qu'on a un certain nombre de paquets reçus, on va être obligé de programmer un transfert DMA. Donc, demander à la carte graphique de faire un transfert DMA pour aller copier les données de la mémoire vers la mémoire de la carte graphique. Attendre que le transfert se termine et après ça, lancer le traitement des données. C'est une tâche qui, premièrement, coûte quelque chose, le temps du transfert, toutes les attentes aussi qui sont là. Bon, souvent, on perd encore un petit peu plus de temps pour la programmation et tout ça. C'est souvent marqué dans les projets de recherche comme n'annulant pas complètement les gains qu'on fait avec le GPU, mais nuisant grandement aux gains qu'on fait, donc réduisant les gains qu'on fait. L'idée que j'ai eue, c'était de suivre une nouvelle flèche verte. Donc, une flèche verte qui part de la carte réseau, mais qui envoie tout de suite les données dans la carte de la mémoire, dans la mémoire de la carte réseau, de la carte graphique. Vous remarquez aussi qu'il y a deux flèches, une flèche à chaque bout de ma carte. Donc, je me suis dit, tant qu'à me donner le travail pour emmener les données dans la carte graphique, je vais aussi faire le travail inverse. Donc, si jamais je veux renvoyer ces paquets-là, ça serait bien que la carte réseau puisse aller rechercher ces données-là pour pouvoir les renvoyer. Donc, je me suis dit, de cette manière-là, je vais pouvoir avoir non seulement une analyse, mais je pourrais modifier le contenu des paquets puis les renvoyer par après à une autre destination, par exemple. Ce qui pourrait rendre l'outil que je développe plus intéressant puis surtout plus puissant. Pour faire ça, j'avais besoin de deux choses. La première, c'était un pilote de carte réseau qui permet de rediriger les données vers la carte graphique. Comme je vous ai dit au début, je ne suis pas un spécialiste en sécurité, mais je suis un spécialiste en pilote de réseau, en pilote de périphérique, donc ça n'a pas été un problème pour moi. Cette partie-là ne me faisait pas peur. La deuxième chose que j'avais besoin, c'était une carte graphique qui accepte de recevoir des données d'une autre carte. J'ai été chanceux. Il y a deux compagnies qui font ce genre de cartes-là, donc les deux majors dans les cartes graphiques. Donc, il y a AMD d'un côté, c'est une technologie qui s'appelle DirectGMA, puis il y a NVIDIA de l'autre côté avec une technologie qui s'appelle GPU Direct, deux technologies assez similaires pour faire le travail. C'est juste dans certaines familles de leurs cartes, les familles professionnelles surtout. Donc, du côté AMD, dans les Fire Pro de la série S ou les Radeon Pro de la série WX. Il y a une série W aussi qui a certaines cartes qui le supportent. Du côté NVIDIA, c'est dans les Quattro et les Tesla. AMD a choisi le langage OpenCL pour faire le traitement quand on utilise cette technologie-là. Et NVIDIA a choisi leur langage propriétaire CUDA. AMD travaille principalement sur Windows. Il y a eu dans le passé un support pour Linux. C'est pour ça que j'ai marqué certaines versions de Linux, mais si on passe à des versions plus récentes de Linux, le driver ne supporte plus la technologie DirectGMA. Du côté du NVIDIA, c'est le contraire. On supporte Linux, on ne supporte pas Windows. Comme je voulais travailler en OpenCL puis que je voulais travailler en Windows, le choix s'est imposé. Donc, je me suis acheté une carte pour le projet. Je n'avais pas trop d'argent. J'ai pris le plus bas de gamme dans l'AMD qui me permettait de supporter la technologie que je voulais. C'est quand même vraiment pas une mauvaise carte. Ça m'a coûté à peu près 475 $, 8 GB de RAM, amplement, même trop pour ce que j'avais besoin de faire. 28 compute units. Chacun des compute units a 64 cœurs. Donc, j'ai un total de 1792 cœurs sur cette carte-là. Je peux traiter 1792 paquets en parallèle sans qu'il y ait de problème. C'est pas absolument vrai. Je n'ai jamais essayé de traiter exactement 1792 paquets à la fois, mais je doute que le 160 GB par seconde de bande passante sur la mémoire risque d'être un problème à ce niveau-là quand on va traiter autant de paquets à la fois. Comme je vous dis, il reste des tests à faire à ce niveau-là. La dernière chose que j'ai marquée en bas, je l'ai même souligné, c'est le 16 GB par seconde sur le bus PCI. Donc, j'étais heureux. Je peux passer toutes les données qui passeraient sur un lien 100 gigabits Ethernet. Donc, ce côté-là ne me fatigue pas trop. Je ne pense pas aller jusqu'au 100 gigabits pour un petit bout de temps, mais bon, je pourrais avoir du 10 gigabits puis même avoir plus qu'une carte si je voudrais avec juste cette carte graphique-là. Si j'aurais eu plus d'argent, je me serais payé le haut de gamme, donc une carte un petit peu plus haute. Je vais commencer à faire des tests bientôt avec une carte de ce genre-là parce que je suis rendu au niveau où ça peut peut-être faire une différence.
Donc 16 GB de RAM, 4096 cœurs à la place. La même bandwidth sur le bus PCI, donc ça c'est un petit peu limitatif à ce niveau-là. Si on a plus de puissance de calcul mais qu'on n'a pas plus apporter de données, c'est juste pratique pour des cas où on a vraiment des calculs lourds à faire. Ce qui pourrait quand même être le fun si on a de l'encryption, de la décryption à faire par exemple, là, on aurait un calcul plus lourd. Ça serait probablement intéressant dans ces contextes-là d'aller voir une carte graphique qui est plus puissante. Je continue mon projet, je me montre mon système. J'ai pris un ordinateur que j'avais chez nous. J'avais déjà un motherboard avec un X99. Je voulais quand même un motherboard intéressant parce que je savais qu'il y aurait beaucoup de données qui passeraient par le PCI. Processeur normal, quand même bon, i7. Ma carte graphique, 2 cartes réseau avec 2 ports chacun, donc j'avais 4 ports. Il faut comprendre que le problème aussi, c'est pour ça qu'il y a 4 ports. C'est pas juste de traiter les données. Pour me faire des tests, il faut que je génère les données aussi. Donc, il faut que je génère des données à ces tests-là aussi. Donc, j'avais besoin d'une autre carte graphique, une autre carte réseau pour le faire. Dans le bas de la photo, on voit une deuxième carte graphique. J'ai une NVIDIA carte graphique. Je ne voulais pas déranger le traitement sur ma carte graphique. Donc, je ne voulais pas que ce soit ma carte graphique AMD qui fasse l'affichage. D'ailleurs, j'ai fait des vérifications et effectivement, quand on fait l'affichage, ça cause des problèmes. Donc, on a des petites latences qui apparaissent dans le traitement des paquets. Puis bon, ça peut être vraiment tannant. J'ai fait le logiciel. Tout le logiciel est écrit en C, C++. J'ai divisé en trois composantes, si on veut. Donc, une librairie que vous voyez au bas complètement, qui est tout le code commun qui pourrait servir à faire plein de pilotes de périphériques pour différents types de cartes. Parce que je me suis dit, bon, je supporte un type de carte pour commencer, mais aussitôt que je veux avoir plus de vitesse puis que je vais aller dans des liens vers le 10 GB, par exemple, je vais être obligé de supporter d'autres cartes réseau. Donc, j'ai mis tout le code qui était commun à tous les pilotes que j'aurais à faire dans une librairie. Et j'ai un pilote de périphérique pour la carte Pro 1000 qui contient le code qui est vraiment spécifique à la carte Pro 1000. Par-dessus, j'ai une DLL qui, elle, va s'occuper de communiquer avec ce pilote-là et communiquer avec le système OpenCL pour faire la synchronisation. Donc, allouer les buffers de mémoire, par exemple, ou encore les envoyer au OpenCL quand c'est le bon moment pour faire vraiment le contrôle. Exemple de code OpenCL. Je n'ai pas encore fait de traitement intéressant. Je fais des traitements qui me permettent de tester si le traitement fonctionne bien, que les bandes passantes sont correctes. Je n'ai pas fait de détection de menaces ou autre. Je vais avoir besoin de vous pour faire cette partie-là. J'en parle plus loin. On est un peu rendu à la partie de développer des applications réalistes. Mais à ce moment-là, je vais avoir besoin de spécialistes en sécurité informatique. Pour ceux qui n'ont jamais connu OpenCL, qui est probablement la majorité d'entre vous, ce n'est pas un langage qui est super courant. C'est un langage qui ressemble vraiment beaucoup au C. Donc, on peut faire tout ce qu'on pourrait faire en C. Il y a des petits keywords de plus. Vous voyez sur la présentation, il y a le global à gauche qui est juste un petit indicateur pour dire que ce pointeur-là pointe vers une mémoire qui est globale à la carte graphique, donc la mémoire, le 8 GB de RAM qui est sur la mémoire. Il y a d'autres types de mémoire qu'on va pouvoir utiliser, des types de mémoire locales pour chacun des corps, par exemple. Donc, on pourrait utiliser quand on fait la programmation en OpenCL. Ici, ça ne semble pas être une déclaration de fonction, mais c'est juste que j'ai défini des macros. Macros qui déclarent la fonction pour qu'elle ait le bon nom puis le bon format pour que ma DLL puisse l'appeler à partir du système OpenCL. Et sinon, je peux accéder à toutes les données du paquet, que ce soit les entêtes Ethernet, les entêtes IP, UDP, TCP et les données au complet avec du code. Donc, il y a une flexibilité qui est vraiment parfaite. Là. On n'est pas limité par des choses qui ont été brûlées dans un FPGA ou dans un ASIC pour faire le traitement du paquet. On peut faire le traitement du paquet absolument qu'on veut. À la fin, une fois que le traitement est terminé, on a la ligne du bas où on indique dans une petite structure de données qui est dans la mémoire de la carte graphique que le paquet a été traité. Puis, on va pouvoir aussi indiquer avec un petit bit, on voit un 1 décalé de 0 qui met un bit à 1 dans le bit 0 du bit field, du champ de bits. Et ça va dire au système, retransmet ce paquet-là en utilisant la carte 0. Et si je voudrais, je pourrais le faire retransmettre par plus qu'une carte. Ou ne pas le faire retransmettre aussi. Donc, si jamais j'ai traité ou que j'ai découvert que ce paquet-là représente une menace et que je ne veux surtout pas le retransmettre,
ben, le code OpenCL peut prendre la décision de le retransmettre ou de ne pas le retransmettre. La latence que ça indique, ben, la latence est composée de 3 choses. La première chose, c'est justement la réception. Bon, je veux utiliser un GPU parce que ça me permet de paralléliser le traitement. Si je traite les données à chaque fois qu'il arrive un paquet, je ne paralyserai rien. Il faut que j'attende qu'il arrive un certain nombre de paquets avant de les soumettre à mon GPU. Donc, c'est pour ça qu'on voit les petites barres jaunes. Il y a les délais de réception des paquets. C'est souvent la partie importante de la latence. Il y a une petite latence aussi qui est, une fois que j'ai acquis le bon nombre de paquets et que je dis à OpenCL, vas-y, pars, bien, il y a un petit délai avant que la carte commence à travailler pour de vrai. Petit délai que j'ai mesuré à 125 microsecondes. J'ai vu d'autres mesures sur d'autres recherches qui étaient plus de l'ordre de 100 microsecondes. Donc, ça dépend peut-être aussi des puissances d'ordinateur. C'est un délai. Puis après ça, il y a le traitement. Délai de traitement, par exemple, ce qu'il faut voir, c'est que je vais traiter tous les paquets en même temps. Donc, c'est juste un délai de traitement. Je n'ai pas à en faire 64. C'est pour ça que j'ai mis les lignes dans l'autre sens. Le délai d'attente est vraiment problématique dans certains cas. Si je n'ai pas beaucoup de données qui arrivent, attendre 64 paquets, ça peut prendre 1 heure s'il n'y a vraiment pas beaucoup de données qui arrivent. Donc, je travaille aussi sur des solutions pour ne pas avoir justement tout le temps attendre le nombre. Donc, tanné d'attendre à un moment donné, puis dire, bon, ça va être moins efficace, mais je vais commencer à traiter, même si j'ai juste reçu 28 paquets, au lieu d'en attendre 64 qui viendront pas. C'est sûr que si on a des liens super occupés, c'est pas un problème. Le problème vient quand recevoir 64 paquets prend moins que 125 microsecondes. Et ça peut arriver. Sur un lien 1 gigabit, par exemple, si les paquets sont tout le temps toujours très petits, donc de l'ordre de 64 bytes seulement, on va être capable de recevoir 64 paquets en moins de 125 microsecondes. Même, on peut être capable d'en recevoir 64 en moins que 60 microsecondes. Donc, ça peut être problématique. Si on va dans le 10 gigabits, bien, ça va arriver encore plus rapidement et plus souvent, ce genre de problématique-là. À cause de cette limitation-là, on est limité à peu près 512 000 paquets par seconde quand on traite. C'est la limitation que je vous parlais, que je voulais vous mentionner. Donc, c'était problématique. Comme je vous dis, dans certains cas, ça augmente la latence parce qu'on n'est plus capable de traiter aussi rapidement que les données arrivent. Puis ça augmente aussi ça diminue la quantité de données qu'on est capable de traiter au total. Naturellement, il n'y a rien qui m'empêche de monter le nombre. Il n'y a rien qui m'empêche de dire ma carte est capable d'en traiter 1792 à la fois, puis c'est une carte cheap, relativement cheap. Donc, je pourrais monter le chiffre, puis attendre d'avoir 128 paquets, 256 paquets ou 512 paquets, ou même plus. Naturellement, c'est l'autre problème qui vient nous manger par derrière à ce moment-là, c'est que si je dis à mon système, tu vas attendre tout le temps 256 paquets, si jamais il n'y a pas beaucoup de trafic, bien, ce 256 paquets-là va être long à recevoir, puis ça va le ralentir aussi le système. C'est que ce que j'ai fait comme contournement, c'est que j'ai changé le mode de mon logiciel pour qu'il remplisse tous les buffers séquentiellement comme avant. Donc, la carte réseau a plusieurs buffers. Chaque buffer contient 64 paquets dans ce cas-là, et ils vont les remplir à mesure. Sauf qu'au lieu d'attendre qu'un buffer soit plein pour lancer le traitement, je lance les traitements continuellement sur la carte graphique. Et la carte graphique va aller voir tous les buffers. Donc, c'est elle qui va prendre les décisions. Est-ce que je traite les données? Est-ce que ce buffer-là contient des données à traiter? Si oui, je les traite. Sinon, bien, il y a un cœur, un groupe de 64 cœurs, pour être plus précis, dans ma carte graphique qui ne sera pas utilisé. Mais on a trop de cœurs dans la carte graphique. Même, c'est recommandé de ne pas tous les utiliser à cause de la limitation de la bande passante. Puis de toute manière, si je n'ai pas d'autres paquets de reçus, bien, je veux quand même traiter ceux que j'ai reçus le plus rapidement possible. Donc, ce n'est pas grave de laisser les cœurs inactifs de cette manière-là. Même si on leur demande de traiter quelque chose, eux autres, la première chose qu'ils font, ils vérifient est-ce que la donnée est prête à être traitée. Non. Donc, ce cœur-là ne fait rien pour le reste de cette vague de traitement-là. Ça améliore la latence aussi, parce que j'ai plus ce 125 microsecondes de délai qui était entre le temps où je dis le go et le temps que je pars. Je dis toujours des go. Donc, je demande à ma carte graphique, tu processes ce traitement-là, tu réalises ce traitement-là, puis aussitôt que tu as fini, tu recommences le même traitement. Donc,
peut s'intercaler des traitements, puisque tôt ou tard, il va falloir sortir les données résultantes, mais sinon, il va recommencer les données. Là, comme qu'on voit sur l'image ici, j'ai reçu 64 paquets, j'ai commencé à en recevoir d'autres aussi, puis à un moment donné, j'ai eu un processing qui est parti, il a traité le premier buffer, parce qu'il y en avait juste un qui était complet. Aussitôt que ce traitement-là était fini, on commence un second traitement pour traiter, cette fois-là, non seulement un buffer, mais 2 buffers, à cause qu'il y en a eu le temps d'entrer 2 pendant que je faisais le premier traitement. Naturellement, on imagine que c'est des petits paquets ou un lien très, très, très rapide, ou un traitement qui est vraiment plus long aussi, ça pourrait arriver. Je mets toujours le petit TX dans mes défenses simples parce que après l'avoir traité, on peut avoir décidé de les retransmettre aussi. Les résultats que j'ai eus, naturellement, je ne peux pas tout tester. Un, parce que je n'ai pas de carte 10 gigabits encore chez moi. C'est quelque chose que je prévois acheter bientôt parce que je suis rendu à tester ça. Avec un lien 1 gigabit, avec des jumbo packets, je peux passer jusqu'à 119 mégaoctets par seconde. C'est la limite théorique du lien 1 gigabit. Il n'y a pas de problème à le traiter. Même si c'est des tout petits paquets, il n'y a pas de problème à le traiter non plus. Donc, je vais traiter sur un lien 1 gigabit, il peut passer au maximum 1,42 million de paquets par seconde quand les paquets sont à la longueur minimum. Et on est capable de le traiter avec une carte qui n'a pas coûté très, très cher. Donc, on traite en moyenne, naturellement, c'est en moyenne, parce que un paquet à toutes les 0,7 microsecondes, ce qui n'est pas mauvais. Je n'avais pas de lien 10 gigabits, mais je voulais craquer un peu, donc j'ai fait d'autres tests avec 2 liens 1 gigabit. À ce moment-là, je suis capable de traiter tout ce qui passe sur le fil réseau jusqu'à 128 octets par paquet. Si je descends en bas de 128 octets par paquet en moyenne, je dépasse le 1,63 million de paquets qui semble être la limite que j'ai atteint présentement avec mon logiciel. Il reste des travaux à faire pour augmenter cette limite-là. J'ai essayé aussi des traitements où j'envoie et je retourne. C'est un peu le même constat que sur le 2 gigabits qu'on reçoit, parce que bon, ça revient à la même chose. Il y en a un que j'envoie et que je retourne. Donc, aussitôt que les paquets sont plus gros que 100 quelques, en tout cas 200 octets à peu près, je suis capable de traiter tout ce qui passe sur le fil. Si on descend plus bas, bien là, j'ai une limite à cause de mon nombre de paquets que je peux traiter, qui est maximum. Si je prends les données que j'ai obtenues, puis que j'ai fait un petit peu d'estimation, le lien 10 gigabits est à portée de main. Donc, jusqu'à un paquet moyen de 768 octets par paquet, bien, il va passer environ 1,6 million de paquets sur un lien 10 gigabits. Puis, je vais être capable de le traiter avec la carte graphique à 475 $, ce qui est un résultat intéressant. Le 1,16 gigaoctets de données ne représente pas un problème. Je n'ai pas insisté sur les nombres que j'avais dans les graphiques tantôt, mais toutes les bandwidths sont 10 fois supérieures à cette vitesse de transfert-là, donc il n'y a pas de problématique. Côté de transfert non plus, ça c'était facile pour moi. J'ai changé mes boucles de transfert, puis je traitais chacun des paquets 10 fois dans le traitement en lisant toutes les données dans le paquet. Puis, j'étais capable de le traiter. Donc, la carte est capable de traiter aussi le 10 gigabits. Je n'ai pas fait le test pour le 40 gig, mais je m'attends qu'il n'y ait pas beaucoup de différence dans les résultats. S'il vient y avoir des problèmes au niveau de la bandwidth, de la mémoire sur la carte graphique, naturellement, on peut prendre un modèle un petit peu plus cher que mon modèle à 475 $. Donc, le 40 gig n'est pas vraiment à portée de la main parce que tout ce qui va descendre en bas de 3K comme paquet ben, va limiter un peu. C'est sûr que ça se peut que ce soit un 40 gig qui n'est pas utilisé à 100 %. Donc, oui, je pourrais à ce moment-là supporter un lien 40 gig. Je voulais vous faire une démonstration. Il y avait plein de bonnes raisons pour faire une démonstration. Un, c'est un talk de 25 minutes, 30 minutes, donc ça prend du temps. Deux, il y a l'effet démo que tout le monde connaît, donc je ne voulais pas me lancer là-dedans. Trois, ben, mon système, c'est un système où il y a une carte Ethernet qui rentre des données, qui s'en vont dans une carte graphique, puis qui ressortent sur une carte Ethernet. Donc, pas très visuel comme démo. Vous auriez vu un chiffre qui dit oui, on a traité tant de millions de paquets pendant ce temps-là, mais ça n'aurait pas été super intéressant. Donc, il n'y aura pas de démo. En plus, il fallait que je traîne ma tour avec les cartes graphiques, ce qui était aussi emmerdant. J'ai fait un exemple d'application, par exemple, j'ai mis le source code sur mon site web. Donc, vous pouvez aller voir comment le code est codé. Ça ne donne pas le pilote, ça ne donne pas le code naturellement du pilote de la DLL, parce que, bon, je ne sais pas encore ce que je vais faire avec ça, puis je ne veux surtout pas commencer à réparer le code partout. Mais ça donne le code qui utilise la DLL, puis ça donne le code OpenCL aussi,
qui traite les paquets. Donc, c'est une petite application radar qui va monter des points verts selon les sources et les destinations des paquets IP. Puis quand on sélectionne avec les curseurs des parties d'adresse, on peut sélectionner un peu plus ce qu'on regarde, puis ce qui va être retourné sur la carte graphique pour être analysé, par exemple, avec un Wireshark. Donc, c'est aller sélectionner juste les adresses sources à destination qui nous intéressent, puis c'est real-time, naturellement. Il me reste encore des heures de plaisir avec ce projet-là. Il va probablement maintenant finir de... Il me reste des petites choses à compléter. Il y a des choses qui sont paramétrisables maintenant avec les mains dans le code, qui devraient être paramétrisables avec des méthodes et des attributs plus faciles à utiliser par l'utilisateur. Donc, il reste des choses comme ça à compléter, d'autres petites parties aussi à compléter. Il me reste quelques optimisations à faire aussi. C'est pour ça que le 1.6 paquet de maximum va probablement changer. Ça ne prend pas des grosses améliorations. Il y a des petits traitements dans le driver qui sont quand même exécutés à chaque paquet à cause que je suis obligé de copier certaines données des données que j'ai reçues de la carte réseau vers la carte graphique. Donc, à chaque fois que je réussis à sauver une petite fraction de seconde, c'est même plus des fractions de seconde, c'est des fractions de microsecondes, ça augmente le nombre de paquets que je peux traiter. Il reste plein de tests à faire avec d'autres cartes graphiques. D'ailleurs, je suis rendu au point où les limitations que je commence à voir, je commence à me dire « Oh, c'est peut-être la carte graphique ». Donc, j'ai réussi à mettre la main sur une carte graphique, le même modèle que j'avais montré dans les plus hautes gammes. Donc, je vais commencer à faire des tests de ce niveau-là. Il reste à supporter d'autres cartes réseau. C'est sûr que tant que je reste dans le 1 gigabit, c'est un peu limité dans ce que je peux tester. Donc, la prochaine étape est aussi de m'acheter une carte réseau 10 gigabits pour pouvoir faire des tests à ces vitesses-là. Créer d'autres exemples. Beaucoup de monde qui font des recherches dans ce domaine-là qui font comme exemple une switch. Donc, c'est un peu un benchmark dans le monde du traitement par OpenCL. Donc, c'est le genre d'exemple que je veux continuer à faire. Puis, la chose la plus importante, et c'est là que je vais avoir besoin d'idées de spécialistes en sécurité, c'est développer des applications réelles. Conclusion, avec les techniques que j'ai développées, je peux analyser tout ce qui se passe sur le lien réseau à la vitesse du câble jusqu'à environ 10 gigabits par seconde avec quelque chose qui coûte quand même pas cher. Là. Je veux dire, un PC, un peu de mémoire, une carte graphique à 500 $. Donc, pour en bas de 2500 $, je me monte un ordinateur, j'y rentre un fil 10 gigabits dans le derrière, puis j'analyse tout ce qui se passe sur le lien. Puis, si j'ai une deuxième carte 10 gigabits, je suis probablement capable de relancer ces paquets-là à travers. Donc, je peux modifier les paquets en même temps. C'est pas plus long, c'est pas plus compliqué, c'est juste le code OpenCL qui change, absolument juste le code OpenCL qui change. Puis, je peux décider de retransmettre ou pas les paquets selon le résultat du code OpenCL. En application, en sécurité, ça a plein d'applications. Donc, l'analyse, deep packet analysis, détection des attaques, des menaces aussi. Rechercher des informations dans les contenus des paquets. Encore là, ce n'est pas un spécialiste en sécurité, mais on a une puissance de calcul qui nous permet même d'aller vers les essais de décryption ou la décryption de données. On peut classifier les paquets et les envoyer. Donc, on a déjà des outils qui sont très bons à traiter certains types de paquets, mais qui ne fournissent pas à traiter le lien. On peut utiliser en amont un système qui est capable de traiter tout le fil, renvoyer les paquets qui n'ont pas été traités par notre outil qui n'est pas capable de traiter la vitesse du fil vers un bypass ou un fil qui contourne l'appareil et envoyer les paquets qui ont intérêt à traiter avec cet outil-là dans l'outil en question. Des pare-feux, naturellement, j'ai le pouvoir d'avoir du code OpenCL qui décide est-ce que je laisse passer le paquet ou je ne le laisse pas passer, donc c'est la définition d'un pare-feu. Effectuer des attaques. Je suis sûr qu'il y en a déjà entre vous qui ont des idées de quel genre d'attaque qu'on pourrait faire avec ce genre-là. Là. Ce que je vous dis, c'est que je vais vous placer un ordinateur qui va vous coûter 2000 $. Le trafic rentre, le trafic ressort. On peut modifier le paquet entre les deux. Donc, ça me semble une bonne idée pour effectuer des attaques. On parle beaucoup de réseau de neurones puis d'intelligence artificielle. Donc, ça se fait sur des cartes réseau. Souvent, le problème, c'est d'emmener les données qu'on veut passer dans notre réseau neuronaux assez vite pour les traiter. Donc, j'apporte une solution là. Autre application qui sort un peu de la sécurité, mais quand même dans le réseau. Naturellement, ça ne peut pas déborder du réseau. Balanceur de charge, routeur, réception d'images vers la carte graphique. Si j'ai des protocoles de réception d'images ou de vidéos, je peux directement envoyer ces paquets-là dans la carte graphique, les traiter là, assembler les données pour les traiter
par la suite sur la carte graphique. Transmission d'images ou de vidéos, c'est la même chose, mais dans l'autre sens. J'ai une carte vidéo qui produit des images, en industrie du jeu en ligne, par exemple. Je veux envoyer ces images-là par le réseau à quelqu'un. Je peux le faire aussi avec la technologie développée. Même chose si on a d'autres sortes de capteurs, des radars ou peu importe la sorte de capteurs qui veulent traiter des données, soit par un algorithme sur la carte graphique, soit par un réseau neuronal, c'est une solution qui peut être intéressante. Je vous remercie de m'avoir écouté en cette dernière conférence de la journée. Et si vous avez des questions. Je vois une question ici. Oui. Est-ce que ça fonctionne avec les autres couches de la stack, mettons, couche 3, couche 4? C'est juste OK. Non, le code OpenCL, moi c'est sûr que au niveau que le logiciel que j'ai développé, je parlais du logiciel, les 12 000 lignes de code que j'ai développé, j'ai même pas d'idée si c'est un paquet IP, UDP ou TCP. Je le passe à la carte graphique, puis la carte graphique me dit si elle veut le renvoyer. Si le code OpenCL connaît le format des entêtes IP, TCP, UDP ou n'importe quel autre protocole, lui peut faire le travail aux couches qui sont supplémentaires. L'autre chose aussi que j'ai peut-être pas insisté beaucoup, c'est qu'il y a un lien aussi vers la carte, vers le système réseau du PC. Donc, s'il peut y avoir des paquets qui sont renvoyés au PC, selon ce que le code OpenCL choisit, envoyés au PC, entre autres pour pouvoir processer toutes les bidules du type DHCP, ARP et autres choses. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci.